Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhaba. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Il est 19h précisément. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus. Couverture spéciale sur ces 48 heures, notamment autour du 1er novembre 54. On va y revenir en début d'émission tout de même. Et puis ce sommet sur Alger. On va y revenir aussi. Donc je vous le disais, 1er novembre 54, c'est le début de la guerre d'Algérie, 68 ans après le déclenchement de la Toussaint Rouge. Où en est l'Algérie? Quelle situation économique 68 ans après? C'est la question. Hier soir, on a énormément parlé d'histoire, mais ce soir, on va essayer de savoir où en est notamment ce magnifique pays. Peut-on parler d'un développement économique, social? L'éducation et la santé sont-ils notamment à la hauteur des attentes du peuple? Encore aujourd'hui, les mêmes slogans qu'on entend aux quatre coins du pays, notamment dans le cadre des marches qu'on a pu entendre, notamment pour commémorer ce 1er novembre 54 en Algérie, mais aussi à New York, à Ottawa, au Canada, à Montréal ou encore à Paris, des slogans qui reviennent. Le peuple veut l'indépendance, libérer le peuple, Daoula Madaniya Machi Askariya, une indépendance territoriale acquise. C'est ce qu'on peut retrouver notamment dans les mots de chacun des Algériens et des Algériennes. Mais qu'en est-il de cette autre indépendance, celle de la liberté, de l'éducation, de la santé? Est-elle toujours en attente? À quand le peuple pourra-t-il exercer sa souveraineté pleine et entière? C'est des slogans aussi qu'on a pu voir notamment sur Paris dimanche dernier. Donc 68 ans après, nous sommes en 2022 précisément. Les idéaux de la révolution de 54 ont-ils été trahis? De nombreux slogans, je vous le disais, on va y revenir, notamment « Oh Ali Amar, mon pays est en danger, nous continuerons la bataille d'Alger, nous sommes les descendants d'Amirouche et nous n'y retournerons jamais ». À Ben Ramadan a laissé une revendication non discutable, c'est donc cet état civil et non militaire. Donc nous reviendrons aussi d'un autre point de vue côté 1er novembre, puisque vous le savez, il y a ce 1er novembre. Question importante, puisqu'elle est importante, elle est aimée par tous les Algériens et les Algériennes, cette date de novembre 54, quand on fait référence aux 54 engagements annoncés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 1er novembre, aussi référendum de la Constitution. Un autre 1er novembre, c'est ce sommet arabe. On essaiera de comprendre qu'en est-il notamment de cette date. N'est-elle pas amenée à perdre de son sens et sa place dans l'histoire de l'Algérie? Je vous le disais, donc c'est la première fois, puisqu'il y a eu la Covid, notamment depuis 3 ans, que le sommet arabe, la Ligue arabe, les États qui la composent se sont réunis à Alger. Alors vu le contexte international, cette crise autour des hydrocarbures, notamment du gaz, est-ce que l'Algérie n'a pas tout à gagner? Est-ce que le président algérien pourrait-il, grâce à ces 48 heures, retrouver une certaine légitimité, visibilité, crédibilité à l'international, mais peut-être aussi au sein de son peuple? Alors plusieurs interrogations à vous donner la parole à nos invités ce soir. Que signifie ce sommet arabe? Quel contenu, des projets, des actions concrètes pour l'avenir des pays participants, mais aussi pour les peuples? Ça, c'est important. Un président, Abdelmadjid Tebboune, qui attendait ce sommet arabe avec impatience, peut-il réellement parler de succès et de réussite? On le verra tout à l'heure. En tout cas, ce sont ses conclusions ce soir. Je le rappelle, donc un sommet placé, qualifié par le pouvoir algérien d'unificateur, de rassembleur, de vouloir asseoir une solidarité inter-arabe. Mais comment peut-on parler de rassemblement, de vouloir créer cette unité, notamment cette solidarité, quand d'abord on a vu toutes les défections des États principaux qui composent donc le monde arabe, et puis notamment les revendications, le ras-le-bol, les manifestations des Algériens et des Algériennes, donc qui scandent toujours ce slogan, et puis ces slogans que je vous citais tout à l'heure, ce manque de solidarité, d'union, notamment de rassemblement qui persiste entre le pouvoir algérien, les ministères, la présidence et le peuple algérien. Et puis en voir l'actualité notamment du pouvoir algérien, bien on se rend compte qu'aujourd'hui il n'y a pas énormément, voire quasi pas de bain de foule, pas de rencontres, pas de débat, ni de rencontres avec les partis politiques maintenant depuis 3 ans. Et puis il y a toujours ce degré d'illégitimité dont parlent les Algériens, en tout cas une grande partie des Algériens et des Algériennes. Et puis on reviendra notamment sur ce désintéressement de la société civile. Où est la presse? Où sont les médias? Des médias qui en parlent plutôt positif, aucune critique négative, dans un sens aussi peut-être de polémique. La quasi-totalité, donc pour ne pas dire la totalité des partis politiques sont restés aussi dans le silence. Avec nous sur le plateau pour en parler, Lies Djebaili, bonsoir, ingénieur économiste, militant politique.
Bonsoir Chaban, merci pour votre invitation et toutes mes salutations à nos compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci encore pour votre invitation. Merci d'être avec nous au téléphone en Algérie. Omar Ait Mokhtar, militant politique, merci d'être là. Bonsoir. C'est moi, bonsoir et bonsoir à vos invités et à tous les spectateurs de Maghrebia. Merci à tous les deux. Devrait venir nous rejoindre en fin d'émission Karim Kebir, journaliste qui va donc venir aussi intervenir. Omar Ait Mokhtar, je vais commencer avec vous, bien évidemment, à chaque fois place à nos invités d'Algérie. Merci pour votre fidélité. 1er novembre 54, une date importante. 68 ans après, question un peu directe, est-ce que vous êtes satisfait de ce chemin parcouru par les différents pouvoirs algériens, les différents présidents, ministères? Est-ce qu'aujourd'hui le pays est à la hauteur des attentes du peuple? On est en 2022, je parlais de développement économique, de développement social, l'emploi. Je vais vous laisser répondre, même si quelque part, en étant peut-être honnête et objectif, on sent tout de même, et on voit plusieurs revendications maintenant depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, un certain manquement sur des besoins de première nécessité notamment. Certaines villes, certains villages n'ont pas l'eau courante en Algérie, une très grande partie du pays n'ont pas l'eau courante H24. On est en 2022 quand on connaît les richesses du pays. Donc comme ça, en quelques minutes, 68 ans après, vous êtes satisfait de l'évolution de votre pays, de notre pays, l'Algérie? D'abord, le 1er novembre, tout Algérien doit penser à nos valeureux martyrs, donc gloire à nos martyrs et vive l'Algérie. Alors, satisfait, non, on ne peut pas être satisfait parce que l'Algérie devrait être économiquement dans les 15 premières puissances mondiales. On ne l'est pas. Bon, mais ça reste possible parce que le pays est intact, donc on peut toujours critiquer, dire ce qu'on veut, mais l'Algérie est intacte, donc tout est à faire. Oui, mais on peut le faire. Si on veut faire, si on veut avancer, ensemble, bien évidemment, il va falloir changer de méthode. C'est-à-dire, on doit se dire, il y a ce qui est fait, il y a du mauvais dans tout le parcours. Aujourd'hui, on doit s'unir pour avancer. On doit surtout discuter humblement. On doit produire le débat constructif. C'est facile à dire c'est mauvais, ils sont tous mauvais en face et tout ça. Donc, après, si rien ne marche, nous sommes aussi responsables. Donc, on doit s'unir tous, sans exception. Tous les Algériens ont le droit de parler, de dire, de donner leur avis à ce que ça avance. Nous avons une jeunesse pour transformer ce pays. Ce pays est gardé intact. Donc, c'est facile à dire depuis l'indépendance, rien n'est fait. Non, moi je ne pense pas que il y a beaucoup de choses de faites et de bonnes choses. Le pays est intact, le pays n'est pas endetté, le pays est riche. Donc, même s'il y a des erreurs, on peut les corriger et tout le monde a le droit de mettre la main à la pâte, il doit mettre la main à la pâte et je pense que nous pouvons faire quelque chose dans ce très beau pays et grand pays. Donc voilà, c'est ce que je pense, je suis optimiste. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. C'est vrai. Il n'y a pas de place à la querelle ou à la critique systématique, à l'opposition systématique. Non, on est algérien, donc on se connaît. Le débat est difficile entre nous. On doit savoir produire un débat constructif dans l'intérêt de ce pays. Et ça, on le fait à la mémoire des valeurs qui se sont sacrifiées pour que l'Algérie vive indépendante et dans la dignité. C'est une question de dignité. Donc, moi, je reste toujours algérien. Même quand je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait, bien évidemment. Il y a du manquement, il y a du gâchis, mais tout reste possible. On doit produire ensemble quelque chose, discuter d'une manière constructive et arrêter toutes ces querelles. Voilà ce que je pense.
Très bien, mais on sent tout de même, on reconnaît votre optimisme, hein, encore ce soir. On sent tout de même, alors c'est un petit pays au sens depuis son indépendance, c'est vrai que pour un pays 60 ans c'est pas énorme, mais est-ce que aujourd'hui il y a quand même des lacunes, d'abord dans le quotidien des Algériens, on voit quand même un chômage très présent, y a-t-il un modèle économique en Algérie qui pourrait répondre aux besoins des Algériens et des Algériennes en 2022? On voit dernièrement, il y a encore d'actualité, la pénurie de certaines denrées alimentaires qui reviennent, c'est récurrent. Il y a ce chômage aussi. On voit tout de même, on entend, alors peut-être pas toute l'Algérie, mais une grande partie des Algériens, d'ailleurs ils ne sortent plus, mais ils étaient là en 2019, 2020 à sortir dans les rues. On sent quand même un besoin, des frustrations, un manquement sur le quotidien. Et puis deuxième axe sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est aussi la liberté, les libertés des droits, les libertés d'expression. On est en 2022, il y a plus de 300 détenus d'opinion aujourd'hui. Est-ce que l'Algérie, notamment les pouvoirs qui se sont succédés depuis maintenant toutes ces décennies, et notamment sur ces 25 dernières années, avec toutes ces richesses, est-ce que les Algériens ne pourraient pas aujourd'hui vivre autrement, sans parler par exemple des problèmes d'Internet dans un beau pays comme le nôtre? Là, tu es en train de parler de la gestion. Évidemment, il y a des lacunes. Nous nous organisons très mal. Peut-être on n'écoute pas ceux qui savent. Mais quand vous dites nous, c'est qui le pouvoir? C'est les présidents qui se sont succédés? Ce sont ces partis qui ont du mal à travailler aussi, l'île et ses syndicats? Non, mais vous savez, dans ce pays, il y a une chose. Vous savez, la politique, c'est cet instrument qui organise la société. Quand tu vois, je te tutoie, mon ami, quand tu vois que en 88, avec les événements de 88, il y a eu l'ouverture politique. Donc, il y a eu des partis politiques, 70, je ne sais quoi. Les gens, s'ils veulent, il faut comprendre une chose. Si nous voulons organiser ce pays, on l'organise politiquement, c'est-à-dire que les gens intègrent les partis. Il faut absolument être partisan, choisir un programme, créer un parti politique. Donc, on ne l'a pas fait. Il y a eu un échec cuisant de tous. C'est-à-dire, l'élite a échoué. Même les partis politiques, on a cru et tout ça, finalement, on est revenu. Franchement, moi, je regrette le parti unique. On était mieux. Mais est-ce qu'il n'a pas été imposé? Je vais donner la parole à Lias Jebaili, mais est-ce que ce parti unique, d'abord, il n'a pas été imposé dès les premières années de l'indépendance? Et aujourd'hui, on parle même, certains partis politiques qui ont du mal à travailler pour la quasi-totalité. Mais voilà, c'est important sur ces dernières décennies. Est-ce que d'ailleurs le parti unique n'est-il pas en train de revenir? Parce que les partis, ils veulent, c'est un sujet que vous remettez souvent sur la table et c'est bien que vous en parliez à chaque fois. Les partis ont envie de travailler, en l'occurrence, Écoutez, quand on voit que les gens se détournent de la politique, l'État, il y a la continuité de l'État. Et les élections doivent se tenir au calendrier donc institutionnel. Quand tu vois que les gens, par exemple, les 3 élections que nous avons passées, la majorité des Algériens n'ont pas voté. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu on ne peut pas ne pas avoir de parlement. Il y a un parlement, donc il y a des députés qui sont très mal élus. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à... On ne s'organise pas. Même dans les municipalités, on ne vote pas pour son maire, celui qui s'occupe de l'éducation de ses enfants, de la cantine de ses enfants, du ramassage des poubelles, je ne sais quoi. Donc c'est la vie quotidienne. On se dit que non, moi je ne vote pas, ça sert à rien, voilà. On n'adhère pas aux partis politiques, c'est-à-dire on refuse, on ne travaille pas, on n'adhère pas. Le rôle de la société civile n'est pas accompli. Voilà, il faut produire le citoyen. Merci, restez avec nous. Je reviens à vous, Omar. C'est-à-dire, le problème qui se pose, tout le monde va vous dire, moi je sais. Eh bien, écoutez, il faut montrer le chemin aux responsables pour prendre de bonnes décisions, mais d'une manière simple, naturelle,
sans toutefois s'opposer. Moi, je sais, toi, tu ne sais rien. Très bien, merci. Restez avec nous, Omar Aït Mortal. Je reviens à vous. Il faut montrer le chemin à la société civile, nous dit Omar Aït Mortal. Alors, il faut montrer le chemin. On peut penser que c'est le pouvoir. Il est en place maintenant depuis 3 ans. Il y avait l'ère notamment Abdelaziz Bouteflika qui a été très présent, notamment sur ses 68 ans. Il est resté au pouvoir plusieurs mandats. Jusqu'au 5e mandat tenté, mais on a vu ce qu'a donné le Hirak en a répondu. Lies Jebali, vous n'étiez pas né en 54, ni en 62 si je me trompe pas. Vous êtes tout jeune. Justement, le regard de cette Algérie aujourd'hui, ce pays, ce grand pays, ses richesses. Pour vous, est-ce que les enfants, les petits-enfants des Moudjahid, des Chouhada, on a une pensée pour eux, bien évidemment, on l'a fait hier soir. Est-ce que vous comprenez qu'ils soient dans la rue aujourd'hui, en France, au Canada, en Algérie? Merci Chaban pour votre question. Je souhaiterais rebondir ce qu'il vient de dire Monsieur Aït Mortar. Quand on appartient aux Chouhada qui ont donné leur vie, qui sont sacrifiés pour donner leur vie pour ce pays, à ces Chouhada, à tous les Chouhada, 1,5 million de Chouhada qui ont donné leur vie pour libérer le pays, quand on appartient aux gens épris de justice, quand on a comme devise la justice pour tous, on peut pas tenir ce genre de discours. Il faut tenir un discours de vérité. Et en quelques minutes, vous, quel bilan? Sans spéculer encore une fois, honnêtement, on est en 2022, le monde est ouvert, les réseaux sociaux, il y a des développements économiques, il y a des modèles économiques, on est à l'ère d'Internet, il y a des manques en Algérie, certes, mais voilà, quel bilan vous faites en quelques minutes? 68 ans après, allez, c'est quoi le résultat de cette indépendance? Cette indépendance, il n'y a que l'indépendance territoriale. Tout simplement. Elle a été confisquée. On ne va pas remonter pourquoi ça a été confisqué. Mais c'est quoi l'analyse? C'est que l'économie, c'est une économie entière. Le tissu social algérien est complètement détruit. Tous les hôpitaux sont l'œuvre du colonisateur, finalement. Tous les grands hôpitaux que vous trouvez en Algérie, c'est l'œuvre du colonisateur français. Donc, aucun hôpital digne de nom n'a été construit sous ce régime. La faillite de l'éducation, la faillite de la santé, la faillite sur tous les plans. On vient de nous dire, parce qu'il y a des manquements, il faut colmater. Ça veut dire quoi, colmater? Colmater, ça veut dire, il y a quelques lacunes, on essaye de les colmater. Mais il n'y a pas de lacunes, c'est des manquements, c'est des faillites totales du régime. Moi, je suis pas populiste. C'est pas pour dire je viens pas ici le Marabia pour charger un régime. Je viens ici en tant que citoyen algérien pour dire mon pays il souffre depuis 62, il souffre de la situation économique, de la situation sociale, il souffre manquement de liberté. Toutes les libertés ont été confisquées. Quand vous nous dites il faut avoir un débat constructif, il faut créer des partis politiques. Tous les partis politiques ont été dissous. Tout parti politique qui s'oppose à ce régime, il est sur la voie de la dissolution. Toutes les associations ont été dissoutes. Toute publication, elle est passible d'une peine de prison. C'est ça la réalité du pays. C'est ça la réalité du pays. Quand on veut évoquer le nom des Chouhada, ces Chouhada épris de justice, épris de liberté, et qui avaient comme devise la justice pour tous, riches ou pauvres, pour tout Algérien. Il faut tenir un discours cohérent et dire c'est une faillite. C'est une faillite. Notre indépendance, nous l'avons acquis grâce au sacrifice de Chouhada. Par contre, c'est une faillite totale sur tous les plans. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Si je me fais l'avocat du diable, on peut peut-être pas penser. Si on prend l'ère de Bouteflika, notamment pour toute cette jeunesse qui a une trentaine d'années, qui a 25 ans, une petite trentaine d'années, qui a vécu aussi qui a grandi avec ce président, et puis maintenant la nouvelle Algérie d'Abdelmadjid Tebboune, le président qui parle de main tendue tout de même. Qu'est-ce qui a pu se passer? Effectivement, on a des images, donc on n'invente rien, on a des pénuries, il y a des problèmes d'eau en Algérie, la santé, on a vu pendant la Covid des Algériens qui portaient des bouteilles d'oxygène, donc on est quand même en 2022, on a vu cette rentrée scolaire aussi qui est plutôt difficile, peut-être pas dans toutes les écoles. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui est
pu tomber sur la tête de ces hauts dirigeants tout de même? C'est très simple. Au fait, il y a une seule analyse, c'est que le régime ne veut pas démocratiser l'Algérie, tout simplement. Il refuse de démocratiser l'Algérie. Quand vous refusez de démocratiser le pays, en totalité, c'est le résultat. Quand on parle d'un pays riche, certes, l'Algérie est un pays potentiellement riche. C'est un pays multi-saisons, 4 saisons, mais le peuple est pauvre. Il y a des gens il y a pas mal de nos compatriotes dans l'arrière-pays du pays qui cherchent l'or à Dodane. Donc, il y a un problème d'eau, il y a un problème de pénurie alimentaire. On parle un pays riche, on parle du lait, on parle de l'huile, on parle de sécurité alimentaire. Un pays riche ne doit pas évoquer sécurité alimentaire, il doit évoquer sécurité spatiale. C'est ça. Il faut sortir du discours populiste. Les discours populistes ne permettent pas de faire avancer les choses. Il faut tenir un discours de vérité, dire que le régime il a failli à sa mission. Le régime sous l'ère Bouteflika et avant ont refusé de démocratiser le pays. En 88, on a vu la décennie rouge. Après 2001, les événements de Kabylie. Mais l'Algérie a toujours souffert, a toujours été malmenée par un régime qui refuse toute alternative à sa dictature. Moi, je suis pas contre les militaires. Je le dis, je le redis. L'armée a été instrumentalisée à des fins opportunistes de certains grands cadres de l'armée. On voit la situation. Maintenant, on a les réseaux sociaux, on a les images, on a les selfies, on a les lives. On peut pas colmater. On colmate quelque chose qui n'est pas béant. C'est ça. On colmate pas pour colmater. Omar Aït Mortar, je vous laisse tout de même peut-être, si vous le souhaitez d'ailleurs, réagir 2 petites minutes sur ce que vous avez entendu. Vous connaissez très bien ce pays puisque vous y vivez. Une réaction peut-être sur ce que vous avez entendu. Vous rejoignez tout de même ces points de vue. Bon, ce tableau assez noir est-il objectif pour vous, hein? Puis vous lisez les réseaux sociaux, hein, vous êtes sur le terrain, vous militez aussi d'une certaine manière. Vous comprenez les mots, le constat, la passion, l'émotion de Lyes Djebaili? Ben oui, Lyes Djebaili, ce qu'il dit, malheureusement, est la vérité. Mais vous savez ce que c'est que le populisme? Le populisme, justement, c'est de dire cette vérité de M. Djebaili, comme il l'a dit, bien évidemment. Ça, c'est un constat, tout le monde peut le faire. Je n'ai pas dit que nous sommes en Suisse, nous sommes en Algérie. Je sais ce qu'il dit, on aurait pu faire. Mais le problème, voilà, nous sommes à 1 an et demi d'une élection majeure, présidentielle. Monsieur Djebaili, je lui demande d'avoir un programme présidentiel pour l'Algérie, pour faire donc des pattes géantes. Je serais d'accord avec lui, au lieu d'énumérer les manquements depuis l'indépendance. Oui, mais j'ai bien dit que nous devrions être dans les 15 premières puissances économiques mondiales. On ne l'est pas. Mais je sais que l'éducation est massacrée en Algérie. Mais comment faire? Au lieu de dire c'est pas bon, alors dis-moi comment on fait. Et avec qui? Comment? C'est ça le problème. Produire un débat constructif, au lieu de dire ils sont mauvais, ils sont nuls et tout ça, moi je sais faire. Non, dis-moi, prends ton temps pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi je construis. Je n'accuse pas ceux qui gèrent le régime, les généraux, les militaires, machin, tout. Mais on est obligé de faire avec. On est obligé de rester avec nous, le pouvoir actuel. Pour faire avancer les choses, c'est ça. Très bien, on y reviendra. Le temps passe, j'aimerais... Juste une chose. Je vous assure que moi, je rends hommage encore à Bouteflika, qui a fait, parce qu'il a trouvé l'Algérie en 99, dans le sang, en destruction, il a fait que qu'on le veuille ou pas, il a fait avancer l'Algérie. Pas qu'on le veut, évidemment. Mais l'Algérie a avancé. Et l'Algérie est intacte. Elle n'a pas de dette. L'Algérie peut avancer encore davantage. Mais unissons-nous au lieu de critiquer. Je reviens à vous, Omar Aït Mortar. On aura le temps aussi de parler de ces prochaines élections sur El Mararibia. Bien évidemment, la question qu'on se posera, est-ce qu'il sera possible pour les éventuels candidats réellement de débattre avec la société,
que ces candidats puissent faire le tour de l'Algérie et aller à la rencontre du peuple. Et je parlais tout à l'heure aussi de cette question, de cette illégitimité, puisqu'on voit tout de même depuis 3 ans un président algérien qui a tout de même du mal à se faire des bains de foule, à aller à la rencontre du peuple. En tout cas, sur les informations officielles de l'APS, on n'a pas beaucoup d'informations dans ce sens-là. On passe donc à l'actualité suivante, c'est ce sommet d'Alger. On va essayer de comprendre. 48 heures se sont déroulées, un peu le bilan de ces 48 heures, les points positifs, à quoi sert-il le quotidien des Algériens. En tout cas, le président de la République parle d'un fort succès. ونستطيع القول أن التحضيرات لقمة الجزائر ربما لم يسبق لها مثيل من حيث الكم ومن حيث الكيف، فهذا كله دل على حرص رئيس تبون وإخوانه القادة العرب أن تكون فعلا قمة ناجحة من كافة جوانبها. العنصر المميز كذلك هو يمكن إطلاق على هذه القمة أنها قمة نوفمبرية لأن نوفمبر هو معنى أو رمز لتحديات، لرفع التحديات، وكذلك نوفمبر هو رمز الحرص على جمع الشمل مثلما أراد الرئيس تبون أن يطلق على هذه القمة. ثم هو إذن نجاح للجزائر كذلك، واستسمحكم أخي أن أخصص كلمة خاصة هنا لكل الجزائريين الذين ساهموا في التحضير من قريب أو من بعيد. نشكر الجميع على تقديمها بإسهامات مرحب بها، بإسهامات كان لها دورها في إنجاح هذه القمة. إذن جزائريا النجاح واضح، نجاح الدولة، نجاح المواطنين، وبطبيعة الحال نجاح قائد هذه التحضيرات كلها والمشرف المباشر على قيادة القمة الرئيس عبد المجيد تبون. Voilà, vous l'avez vu bien sûr, Ramthan Ramamra, le ministre des Affaires étrangères, mais par contre, j'avais pris un peu de temps d'avance. Voici donc les mots rapidement du président Abdelmadjid Tebboune pour conclure ce sommet de la Ligue arabe, ce sommet arabe sur Alger. Donc, il dit clairement que ça constitue un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe. Ce sommet constituait donc un jalon important, je vous le disais, dans une solidarité afin de protéger nos intérêts communs, dit-il, et œuvrer au sein d'un ensemble uni et fort avec ses capacités et ses ressources à se frayer une place dans le choix sur la scène internationale et régionale. L'esprit de fraternité et d'entente qui a prévalu lors de ces travaux, cet esprit a permis de passer en revue la situation dans la région arabe donc et notre paysage régional ainsi que sur la scène internationale. Plusieurs décisions importantes à même d'orienter notre action commune sur le citoyen arabe. Ça c'est important pour le citoyen, on va en parler ce soir bien évidemment, afin de prendre en charge ses préoccupations et de répondre à ses aspirations légitimes. Voilà un peu, donc vous avez entendu ces mots qui parlent de succès de Ramthan Ramamra et puis les mots du président Abdelmadjid Tebboune. Donc à mes deux invités, vous allez avoir la parole. Que signifie ce sommet arabe? Le pouvoir algérien parle donc de succès. Et puis, un mot important, l'économie. Alors, il y a eu la Palestine, entre autres, l'économie, bien évidemment, le rassemblement et la solidarité. Voilà ce qu'a dit le président dans le cadre de son allocution d'ouverture. Alors que notre région arabe recèle de gigantesques potentiels naturels, humains et financiers, à même de nous ériger en force économique agissant dans le monde. Lias Jebali, je sais que l'économie c'est votre secteur. Les pays arabes, ce sont tout de même des pays riches, où il y a quand même de l'argent. Mais on se rend compte tout de même que ces pays-là sont souvent en voie de développement. Les peuples sont en difficulté, notamment dans leur quotidien. Des sommes, et malheureusement, et parfois des richesses économiques qui vont plutôt en direction des pouvoirs. En tout cas, on sent ce fossé entre les deux. Voilà, vous avez la parole tous les deux. Ce sommet arabe pour vous, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut en retirer pour le peuple algérien, pour les États? Et puis ce point économique tout de même.
Si vous permettez, je reviens par il y avait un conseiller Berezinski qui était conseiller pour la sécurité nationale pour le président Carter, qui disait bientôt le public ne sera plus capable de penser ou de raisonner par lui-même. Seulement il sera capable de répéter les informations qu'il aura reçues lors du dernier journal télévisé. C'est-à-dire, au fait, donc, quand on voit le globe-trotter qui a voulu vendre le package sommet arabe ou sommet des États arabes pour que Tebboune et compagnie aient leur gloire et leur un quart d'heure de gloire, comme on dit. Donc, le peuple algérien n'y croit pas. Pour une raison très simple, parce que la situation économique, elle va très mal en Algérie. Je voulais faire des petites recherches personnelles. Je voulais aller sur Forbes, qui classe les 5 puissances économiques arabes. Ces puissances économiques, au fait, elles fondent, c'est-à-dire les critères, elles fondent sur la prévision de la croissance du Fonds monétaire international. 2 critères, le PIB, le produit intérieur brut, et le PPA, le pouvoir et le pouvoir d'achat par habitant. L'Algérie ne figure pas. L'Algérie est absente. L'Algérie est absente. Le premier, c'est l'Arabie Saoudite. Deuxième, c'est les Émirats Arabes Unis. Troisième, c'est l'Égypte. Quatrième, l'Irak. Et cinquième, le Qatar. Je n'ai pas vu nulle part l'Algérie. Quand on dit l'Algérie est un pays riche qui organise ce sommet, on se pose la question, quand même, l'Algérie, première puissance régionale d'Afrique, première puissance militaire, première superficie d'Afrique, on se pose la question, elle est où son classement sur le plan économique? Pour relancer, pour prospérer, développer un pays, vous allez le développer sur le plan économique, c'est-à-dire le confort, votre peuple, c'est ça. C'est-à-dire le confort. Il était important ce sommet pour le pouvoir algérien, pour le président. Il parle aussi d'unification, d'unificateur, en tant que. Il parle aussi de solidarité interarabe, de rassembleur, de main tendue aussi. Ce sont ces mots. Il n'y a pas aussi un déséquilibre. C'est une question vraiment ouverte, encore une fois, en toute objectivité. Mais on sent tout de même que rassembler les Algériens avec le pouvoir, c'est compliqué. Il y a ce problème de légitimité. Comment peut-il se positionner, lui, avec l'État algérien, bien évidemment, en tant qu'unificateur, par exemple, de rassembleur, alors que d'un autre côté, on voit ce fossé tout de même. Il y a une grande part des Algériens. Comment voulez-vous rassembler des pays arabes, alors, c'est-à-dire la main tendue, c'est-à-dire rassembler les pays arabes autour de ce sommet et d'évoquer la cause palestinienne et relever certains défis économiques, surtout la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, et vous n'êtes pas capable de faire la main tendue de vos propres compatriotes pour bâtir votre pays. C'est ça ce que j'arrive pas à comprendre. En tout cas, il en parle, il en parle. C'est-à-dire, il faut dire que la Ligue arabe, ça a été toujours une organisation quasi moribonde. C'est pas moi qui le dis, c'est Cyprès, le grand journaliste, c'est une organisation qui a été créée par l'Égypte pour fédérer les pays arabes, mettre en place un projet appuyé par les Britanniques, 12 secrétaires généraux, la majorité des Égyptiens. La majorité des Égyptiens, la décision la prise de décision est très contraignante, les procédures de vote sont très contraignantes, nous payons des cotisations presque 5 millions de dollars par an, 4,8 millions, les procédures de périodicité, de changement, elle n'est pas encore tranchée, il y a qui donc travaille avec qui? Ça veut dire quoi pour vous, en dehors de ces poignées de main, bien évidemment, ces rencontres, on va dire fraternelles, amicales, même si on sait qu'en politique, on sait de quoi parle-t-on quand on parle d'amitié. En dehors de ça, ce sommet arabe, alors c'est quoi? C'est de la communication, ce sont des images, ou est-ce que dans quelques jours, quelques années, un jour peut-être pas, mais quelques mois, quelques années, peut-être que pour les peuples, le peuple algérien, les autres peuples... Oui, c'est une question de communication, c'est
se faire une virginité sur le plan international, c'est se donner, c'est pour la consommation extérieure, internationale. Quand sur le plan intérieur, nous savons, tout ça c'est farfelu parce que le peuple souffre. Donc quand un peuple souffre, on essaie d'organiser ce genre de sommet pour faire vendre le paquet, ça peut pas marcher. Autre chose, pour finir assez rapidement, on parle aussi de la cause palestinienne pour essayer de fédérer un peu la corde sensible et de parler un petit peu qu'on va créer, soi-disant, mettre en place la déclaration d'Alger, la mise en œuvre de la déclaration d'Alger qui prend en quelque sorte en substance tout ce qu'est l'initiative saoudienne de la paix arabe contre la normalisation. Enfin, tout ça, on ne sait pas qui avec qui fait quoi. Donc, tout ça, c'est du package avant, tout simplement. Merci. Je reviens à vous, Elias Djebali. On devrait normalement retrouver dans quelques instants Karim Kebir qui, j'espère, pourra se libérer. Nous avons le plaisir toujours d'avoir Omar Ait Mortal. Merci d'être avec nous à distance. Omar Ait Mortal, ce sommet arabe, d'un point de vue général, vous avez entendu d'abord les annonces du ministre des Affaires étrangères du président de la République. Est-ce que vous rejoignez cette analyse? On ressent tout de même un désintéresssement de la population, à moins que vous, sur le terrain, vous le viviez autrement. Ce sommet arabe à Alger, pour vous, Omar Ait Mortal? Oui, moi je suis à Alger, je suis exactement à la Grande Poste. Vous savez, l'Algérie a réussi un exploit extraordinaire. Organiser ce sommet arabe, en ce moment, vu la situation du monde en géopolitique et géostratégique, il faut faut être l'Algérie pour le faire. Et c'est une réussite parce que les 16 pays donc représentés à haut niveau, c'est très important. Moi, je pense. Et le message des défections, c'est bien. Au moins, vous piquez là sur un point essentiel. Les défections de plusieurs chefs d'État importants, qui ont envoyé. Vous savez, pour moi, les masques sont tombés dans ce sommet. L'Algérie a tenu ses promesses, a toujours défendu les causes justes dans la planète. Donc, moi, je vois un espace économique. Par contre, ceux qui ont rétabli leurs relations avec Israël ne sont pas venus. Parce que je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont reçu des ordres. Il y a eu des gens qui venaient pour perturber. La seule chose que je regrette, moi, en tant qu'Algérien, c'est mon avis, moi j'ai voulu vraiment voir le roi du Maroc assister à ce truc parce que je veux au fond de moi-même que la relation avec nos frères marocains soit rétablie. Malheureusement, Bourita, donc le ministre des Affaires étrangères, le ministre marocain des Affaires étrangères, a essayé même de perturber la sécurité. Il est parti. Je le salue comme il est revenu quand même le lendemain assister. Et puis, donc, il y a une nouvelle à savoir est-ce qu'il est vrai ou pas que le roi du Maroc a invité le président au Maroc. Tout ça, c'est parce qu'il y a ce sommet arabe. Donc, le sommet arabe, c'est un grand espace économique. Il n'y a que du poids lourd. Alors, concrètement, pour vous, il y a eu des poids lourds. Il y a eu pas mal de défections de hauts responsables. Si je me trompe pas, le roi du Maroc a invité le président algérien. Pour vous, concrètement, alors, des éléments concrets. Est-ce que vous avez des éléments concrets pour expliquer aux téléspectateurs que, voilà, vous rejoignez ce succès? Qu'est-ce que ça va apporter pour l'Algérie et pour ces États? Je vais vous dire d'abord, il y a que les Algériens qui sous-estiment l'Algérie. L'Algérie est un grand pays. On ne connaît pas la valeur de ce pays. Alors, des gens qui sont... tous les Algériens ne sous-estiment pas, ils aiment ce pays. Bien sûr, on fait que ça. On fait que taper. On ne donne pas de solution. Tous ces pays qui sont venus, je vois le Qatar qui a investi en Algérie. Donc, le peuple algérien va bénéficier. L'Algérie, elle peut injecter de l'argent directement dans l'économie. Avec tous ces pays qui sont venus, il va y avoir de l'investissement. On est en train de découvrir l'Algérie. Malheureusement, l'Algérie est un grand pays. Mais je pense que ce sommet apportera beaucoup de choses à l'Algérie et il faut être l'Algérie. Mais quoi, par exemple, donnez-moi des exemples. C'est important ce que vous dites comme ça. Au moins, c'est concret parce qu'on a vu des tapis rouges, on a vu des poignées de main. Alors, il y a eu des signatures, certes, mais qu'est-ce que ça peut apporter demain pour
les personnes qui nous regardent, le peuple algérien, les Algériens et les Algériennes? Qu'est-ce que ça peut leur apporter, par exemple, dans leur quotidien demain, dans le développement pour la jeunesse, par exemple? Le monde arabe a été miné, que des conflits réglés. Quand j'ai vu la ministre libyenne venir en Algérie, c'est-à-dire la Libye commence à comprendre quelque chose. Tous les pays arabes vont s'unir pour qu'il n'y ait pas d'ingérence en Libye. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et la Libye est un grand pays aussi. Il y a de la finance. Les Émirats aussi, l'Arabie Saoudite aussi. L'Arabie Saoudite, je te signale, il n'y a pas que l'Omra et le Hajj. L'Arabie Saoudite est un pays industriel, un pays avancé. Il a des sous, c'est un poids lourd. Les États-Unis qui parlent que de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas rien. Alors que nous, c'est nos frères, donc on peut travailler. Le rapprochement qui est fait à Alger portera ses fruits pour tous les pays arabes, bien sûr, à ce qu'il n'y ait plus de manipulation. C'est des frères qui ne se parlent pas. Aujourd'hui, ils se parlent à Alger. C'est une bonne chose. Comme la Palestine, cette histoire de discours sur la Palestine partout dans le monde, il y a l'ONU, Guterres aujourd'hui, elle a compris que les Arabes, ils veulent à ce que l'histoire palestinienne soit réglée, parce qu'il y ait deux pays côte à côte qui vivent dans la stabilité. Évidemment, l'Algérie, c'est le seul pays qui n'a pas régulé sa relation avec Israël, parce qu'il faut. On n'est pas contre Israël, mais il faut qu'il règle cette histoire avec la Palestine. Après, on verra. Merci. Restez avec nous. Je vais essayer. J'aimerais revenir vers vous, j'espère pouvoir. Karim Kébir, journaliste qui vient de nous rejoindre. Cher Karim Kébir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Première question d'abord aux citoyens algériens que vous êtes et puis votre entourage. 2 minutes sur d'abord cette première question, premier axe de la soirée. 68 ans après, vous êtes fiers de ces décennies après le soulèvement, après le déclenchement de cette Toussaint. Vous êtes fiers pour vous le pays aujourd'hui, en quelques mots comme ça, qu'en est-il? Beaucoup d'enfants, de jeunes, de petits-fils, de fils de Chouhada, de Moudjahid, aujourd'hui souhaitent une autre indépendance. Est-ce que vous rejoignez cette vision des choses ou pas du tout? Écoutez, bon, c'est une question assez complexe aujourd'hui de parler, parce que d'autres avant nous, en tout cas, l'ont dit. Tout le monde, je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui n'est pas fier du recouvrement de l'indépendance et de sortir de la nuit coloniale qui a duré plus de 130 ans. Donc ça c'est évident, parce que pour les gens, pour nos parents, pour nos arrière-parents qui ont vécu les affres de la misère sous le colonialisme et qui vous racontent, et à travers aussi les livres d'histoire, je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui n'est pas fier de retrouver, d'avoir son territoire et de vivre au milieu dans son pays sans la misère et les affres du colonialisme. Par ailleurs, nous ne pouvons pas cacher objectivement que les objectifs qui étaient assignés à la révolution, qui étaient contenus dans la déclaration du 1er novembre et dans les résolutions du Congrès de la Soumane, malheureusement n'ont pas été tenus. Et je pense qu'il a été résumé assez bien par Hussein Ahmed, le défunt Hussein Ahmed, lorsqu'il disait que l'Algérie l'a récupéré l'indépendance. On a gagné la terre, mais l'Algérien n'est pas toujours indépendant. On vit malheureusement aujourd'hui dans un pays où toutes les libertés sont bafouées, où les droits les plus élémentaires des citoyens sont bafoués. Donc de ce côté-là, je pense qu'on a encore énormément de chemin à faire pour rendre à l'Algérien sa dignité et qu'il voyage avec fierté. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les gens de la diaspora pour vous rendre compte comment ils se sentent, ils évoluent dans un pays étranger et quand ils se présentent en tant qu'Algériens. Et je pense que cette dignité, c'est le développement économique, c'est les libertés, c'est pouvoir s'exprimer librement chez lui, c'est pouvoir s'organiser librement, être autonome et avoir accès à un système de santé performant, avoir une école performante. Et je pense que c'est ça
le sens qu'on peut donner à une véritable indépendance. Et juste une petite parenthèse, on a pu le voir pendant le Covid, où on a énormément souffert parce que nous ne disposions même pas les premiers mois des casques pour se protéger. Et la deuxième question ce soir, bien évidemment, le sommet en cette date du 1er novembre, 2 novembre. Il y a un autre événement en Algérie, c'est ce sommet d'Alger. En quelques mots, ce sommet d'Alger, pour vous, ses objectifs, à quoi sert-il? Ce sont des poignées de main et puis de la communication, ou est-ce qu'il y a eu la défection, mais vous connaissez le dossier par cœur, la défection de plusieurs hauts responsables, de chefs d'État, de grands pays influents, hein? Quel message y a-t-il derrière ça? Et puis pour vous, ce sommet arabe, ça rime à quoi? Le président est plutôt fier aujourd'hui, il parle de relance économique, d'échanges économiques, de rassemblement. Bon, écoutez, de toute la façon, il y a certains qui, vous savez, c'est comme l'histoire de l'optimiste et du pessimiste. Il y a ceux qui voient le verre à moitié plein, d'autres qui voient le verre à moitié vide. Lorsqu'on regarde l'évolution, les chamboulements géostratégiques, c'est que chaque pays arabe a évolué séparément, sans compter les graves divergences qui minent cet espace. Vous avez l'Algérie qui a un problème avec le Maroc autour de la question sahraoui. Et depuis quelques mois, il y a la Tunisie qui s'est ralliée à la position algérienne, donc la Tunisie qui devient qui a des problèmes avec le Maroc. Vous avez l'Arabie Saoudite qui a engagé une coalition de pays pour s'attaquer au Yémen qui est à côté. Et vous avez le problème du Liban où il y a beaucoup de puissances étrangères qui interviennent à l'intérieur. Vous avez le problème iranien, le problème de l'ingérence de la Turquie dans le conflit libyen. C'est-à-dire les points de divergence chez les pays arabes sont immenses. Il n'est pas évident qu'un sommet, quel qu'il soit, quel que soit le niveau de représentation, il pouvait facilement dépasser ces divergences. Donc aujourd'hui, la déclaration d'Alger, je pense, pour le régime algérien, effectivement, ces dividendes politiques, c'est avoir une visibilité à l'international après la séquence du Hirak et les problèmes que le régime a vécu pendant ces dernières années. Donc c'est avoir une forme de légitimité à l'international qui devient, et aussi pour redéployer sa diplomatie qui était pour moi sous Bouteflika. Mais sinon, au-delà de ça, je pense que ça reste une déclaration où on sent l'emprise de l'Arabie Saoudite, puisque essentiellement dans la déclaration, on a reproduit un peu les positions saoudiennes concernant notamment l'Iran, où on a parlé d'un espace arabe dénucléarisé. Sinon, ça reste comme les précédents, c'est des déclarations d'intention, de soutien, de solidarité, de la nécessité d'avoir une action commune. Mais concrètement, elle risque de ne pas résister à la réalité du terrain, d'autant plus que chez la Ligue arabe, il n'y a pas de mécanisme comme chez l'Union européenne où on oblige les pays à respecter leur engagement. D'ailleurs, l'Union européenne prévoit même des sanctions lorsqu'un pays fait défaut à ses engagements. Or, ça n'existe pas dans la Ligue arabe. Donc ça reste une déclaration un peu équilibrée qui essaie d'afficher une espèce de consensus autour des questions géostratégiques, les enjeux, mais sans plus. Merci. Sinon, je reviens. Sinon, pour le reste, on va voir les prochains mois et les prochaines années comment les choses vont évoluer. Restez. Effectivement, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Resté avec nous, Karim Kébir. On va juste écouter ici les derniers mots du président Abdelmadjid Tebboune que je vous ai cités en 1 minute et le mot de la fin juste derrière. أود أن أعرب لكم عن عظيم امتناني لتحقيق مقاصدها النبيلة وأهدافها الجوهرية بعد يومين من العمل الجاد والبناء والنقاش الأخوي المثمر. وفي هذا السياق يطيب لي أن أشيد على وجه الخصوص بالروح الأخوية
التوافقية التي سادت أشغال القمة والتي سمحت لنا باستعراض الأوضاع السائدة في منطقتنا العربية وفي محيطنا الإقليمي وكذا على الساحة الدولية، واتخاذ عدد من القرارات الهامة التي من شأنها أن تتوجه بعملنا. Voilà, à 19h50, il fallait tout de même écouter le président algérien sur ces derniers mots. Une minute, Karim Kébir, avec vous. Il y a ce sommet arabe, il y a aussi le quotidien des Algériens. Vous ressentez ce désintéressement tout de même. Je sais qu'en une minute c'est compliqué, mais avoir votre sentiment. Ben écoutez, comme d'habitude, vous savez, les Algériens sont beaucoup plus préoccupés par leur quotidien. Après, je ne parle pas de la clientèle qui est bien entendu, lorsqu'on voit l'écrasante majorité des médias qui se sont mis en ordre de bataille pour faire dans le tapage autour du sommet. Mais sinon, pour l'Algérien ordinaire, ses préoccupations, c'était beaucoup plus sa vie quotidienne et l'inflation et certaines pénuries, sans compter ce sentiment un peu de lassitude qui étouffe un peu beaucoup de gens, parce que on a l'impression que les perspectives sont un peu floues. Donc voilà. Mais demain, les gens vont revenir à leurs préoccupations quotidiennes. Merci. Merci, cher Karim Kébir, de nous avoir consacré ces quelques minutes. Le mot de la fin, Ilyes Djebaili. D'ailleurs, la presse en a pas parlé, en tout cas d'un côté plutôt critique, polémique, mais on peut se comprendre aussi que c'est pas facile pour la presse à chaque fois de pouvoir évoquer ce genre de sujet. 30 secondes, la suite maintenant, avant d'envoyer le générique. Il y a une très belle marche. Enfin, ça a marché à Paris, c'était plutôt une réussite. Oui, ça marchait à Paris. La diaspora a répondu présent. Donc la marche pour la commémoration ou la remémoration du 1er novembre 1954 a suscité beaucoup d'enthousiasme, de fraternité, de solidarité, de soutien, de bon augure pour la suite. Mais ce qui intéresse l'Algérien, c'est le quotidien, c'est pas la Ligue arabe ou la Ligue des États arabes, c'est le panier de la ménagère, comme on dit, le quotidien, c'est la fin du mois, comment payer ses factures, comment assouvir les besoins de ses enfants et la scolarité de ses enfants et de son quotidien, tout simplement. Nous voulons, le peuple algérien souhaite le concret, c'est la démocratisation du pays. Il n'y a pas d'autre équation, c'est une équation à une seule inconnue, démocratisation de l'Algérie. C'est la seule solution en dehors de ça. Merci, cher Ilyes Djebaili, d'avoir été avec nous. Karim Kébir, merci infiniment, et merci Omar Ait Mortar d'avoir été avec nous. Merci l'équipe en régie. Voilà le titre de l'émission, Sommet d'Alger, Parole et Parole. Merci en régie, merci à Hussein, mon collègue, de m'avoir accompagné sur cette émission. Bonne soirée à tous sur El Mara Libya.